Bonjour à tous, bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle. Je vous remercie pour votre participation. Avant de débuter la présentation, quelques règles pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions et nous y répondrons tout au fil de la présentation, au fil de l'eau. Vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Les semaines de l'évolution professionnelle se déroulent jusqu'au vendredi 21 octobre 2022. Elles sont co-organisées par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants, à savoir le réseau EVA dont je fais partie, l'APEC, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH pour la Corse et Axis pour la Martinique. Bien évidemment, elles sont organisées en association avec les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, il est gratuit et il est accessible à tous et place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Je suis Monique Fleury, je suis manager de service pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, la thématique, c'est connaître les différents dispositifs de financement de formation. Dans un premier temps, nous allons aborder le conseil en évolution professionnelle, en quoi il consiste et à qui s'adresse-t-il. Et dans un deuxième temps, nous allons balayer le panorama des dispositifs de financement de formation. Tout d'abord, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service public. Il est gratuit, il est confidentiel, c'est-à-dire que les conseillers en évolution professionnelle, en principe, n'échangent pas avec les employeurs et ce qui se dit en entretien reste confidentiel. Il est neutre, le conseiller en évolution professionnelle s'engage dans une forme de neutralité et c'est un service de proximité, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous. Le réseau est national et il est présent sur toute la France. Et c'est un service qui est impartial. Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Comment est-il déployé au niveau national et sur le territoire? En fait, en fonction des différents types de publics, un opérateur de conseil en évolution professionnelle est dédié. Donc, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, nous allons retrouver les opérateurs de conseil en évolution, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE pour la Guyane, Retravailler pour la Réunion et Axis pour la Martinique et Antea RH pour la Corse. Donc, par salariés du secteur privé, cela comprend les salariés qui sont en CDI, en CDD, les intérimaires, les intermittents et les indépendants. Les indépendants, ce sont les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles et quel que soit l'âge et le secteur d'activité. Donc, voilà l'organisation et la répartition des opérateurs pour les salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. En ce qui concerne les cadres, l'opérateur de conseil en évolution professionnelle sera l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi. Et pour les moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera Cap emploi. Au niveau du conseil en évolution professionnelle, son objectif, ce service, il permet d'aborder différents sujets de mobilité. Vous avez la possibilité de nous solliciter pour des questions liées à l'évolution professionnelle, au développement des compétences, à la reconversion ou à la transition professionnelle. Lorsqu'on a un projet de création ou de reprise d'entreprise, bien évidemment, on peut se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Et pour l'obtention d'une certification professionnelle, obtenir un diplôme, acquérir une certification professionnelle, soit par la VAE, soit par une action de formation. Et la mobilité interne ou externe,
Donc là, c'est lorsqu'on a besoin de travailler une stratégie de mobilité, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise. On peut aussi nous solliciter pour l'élaboration d'un CV, pour préparer un entretien professionnel ou un entretien de recrutement. Ce qui est important, c'est que ce service permet de recourir à différentes prestations et acteurs utiles à la diversité des besoins exprimés par les salariés. Au niveau de la structuration de ce service, donc le conseil en évolution professionnelle se décompose en 2 niveaux de service. Le premier niveau de service est un conseil individualisé et adapté qui permet d'exprimer sa demande, son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information. Ça peut être sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, les dispositifs, les financements, et identifier les démarches possibles de l'éventuelle suite à donner. Le deuxième niveau de service, ça va être un accompagnement personnalisé qui va permettre d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration, à l'analyse de la faisabilité du projet et bien évidemment construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. C'est vraiment un service personnalisé. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, vous avez la possibilité via notre site internet dans la rubrique « Je trouve mon conseiller » sur www.mon-cep.org de prendre un rendez-vous avec un conseiller à proximité de votre lieu de domicile. Nous allons aborder le panorama des dispositifs de formation. Au niveau des dispositifs de formation, il faut distinguer les dispositifs qui relèvent de l'initiative de l'employeur, d'un commun accord, c'est-à-dire c'est un projet partagé avec l'employeur, et les dispositifs à l'initiative du salarié. Donc, ils sont nombreux. Donc, à l'initiative de l'employeur, et on va les voir vraiment dans le détail par la suite, nous avons le plan de développement des compétences, bien évidemment en lien avec l'OPCO. Nous avons les dotations volontaires, les droits supplémentaires sur le CPF, le compte personnel de formation, le FNE formation, le Fonds national de l'emploi formation, les transitions collectives. Donc, ces dispositifs relèvent de l'initiative de l'employeur. Lorsqu'on est sur un commun accord ou un projet partagé avec l'entreprise, on va être sur des dispositifs tels que le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage et la PROA, toujours en collaboration en lien avec l'OPCO de l'entreprise. Et à l'initiative du salarié, nous allons avoir le compte personnel de formation et les différents abondements, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, le bilan de compétences, la VAE, la VAP, la VES, le certificat CLEA et le conseil en évolution professionnelle. Les dispositifs à l'initiative de l'employeur. Tout d'abord, nous allons faire un point sur ce qu'on entend, ce que signifie OPCO. Donc l'OPCO, c'est l'opérateur de compétences qui est là pour appuyer les employeurs. Au niveau de leur mission, les OPCO doivent donc s'occuper de financer tout ce qui est alternance. Par alternance, on entend les contrats d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la PROA, la promotion par l'alternance. Le plan de développement des compétences pour les salariés de moins de 50 salariés. Une autre mission, c'est accompagner les TPE et les PME dans le développement de leurs compétences, c'est-à-dire améliorer l'information, l'accès des salariés à la formation professionnelle, et puis accompagner et appuyer les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité. Une troisième mission, conseiller, donc conseiller les branches professionnelles, donc au niveau d'un appui dans la construction des référentiels des certifications professionnelles, établir ce qu'on appelle la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels, et déterminer des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc, il existe 11 OPCO couvrant l'ensemble des branches professionnelles. Et voilà au niveau des missions des OPCO, des opérateurs de compétences.
Le plan de développement des compétences. Alors, le plan de développement des compétences, il va recenser l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté. Donc, ce sont des actions de formation obligatoires ou nécessaires et des actions de formation non obligatoires, telles que le bilan de compétences, la VAE, des actions de lutte contre l'illettrisme ou le certificat CLEA. Donc, dans le cadre du plan de développement des compétences, peuvent être suivies des formations en situation de travail, c'est ce qu'on appelle la FEST, des formations en présentiel ou en partie, tout ou en partie à distance également, en externe via un organisme de formation ou sur temps de travail ou hors temps de travail avec bien évidemment l'accord écrit du salarié. Le collaborateur conserve son statut de salarié et continue à être rémunéré, sauf si, bien évidemment, il fait une formation hors temps de travail et il conserve sa protection sociale habituelle. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan par les OPCO. Nous allons aborder les dotations volontaires de l'employeur sur le CPF d'un salarié. L'employeur, en fait, peut venir verser une dotation volontaire du montant qu'il le souhaite afin de soutenir financièrement le projet de formation d'un salarié. Et donc, pour ce faire, il a différentes étapes à respecter. Il doit réaliser l'inscription et l'habilitation sur la plateforme dédiée Net Entreprise et se connecter à l'espace des employeurs et des financeurs. Il va sélectionner attribuer une dotation et dotation volontaire. Il va identifier le salarié et renseigner le montant qu'il souhaite lui allouer. Et ensuite, il va réaliser le versement par virement bancaire à partir des références fournies en ligne. Et dès que le versement est réceptionné par la Caisse des dépôts et des consignations, c'est l'organisme qui gère le CPF, le montant est directement disponible dans l'espace personnel du salarié sur le site Mon compte formation. Et donc, l'employeur est informé par mail que le paiement a été reçu et le salarié est informé par email que son compte CPF a été alimenté par son employeur. D'accord? Mais le versement est pas soumis au plafond des droits CPF des salariés, des 5 000 ou 8 000 euros au niveau des plafonds. Et puis le salarié peut aussi également faire une demande lors de la validation de son dossier de formation sur son compte CPF. Et donc, il doit télécharger un document présentant son projet de formation et le montant du reste à charge qui est remis par le salarié à son employeur. Il présente également la démarche pour réaliser l'abonnement volontaire. Voilà pour ce qui concerne les dotations volontaires de l'employeur. Maintenant, nous allons aborder le FNE Formation. Donc, FNE Formation signifie Fonds National de l'Emploi Formation. C'est un outil d'appui aux mutations économiques. Il concerne l'ensemble des entreprises et tout secteur confondu, ayant des salariés placés en activité partielle, droit commun ou longue durée, en difficulté au sens de l'article 1233-3 du Code du travail et en mutation et ou reprise d'activité. Alors, il concerne tous les salariés sauf les salariés en alternance, les salariés pour lesquels est notifiée une rupture de contrat de travail et les salariés appelés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective et pour lesquels d'autres dispositifs existent. Les coûts éligibles dans le cadre de la prise en charge au titre du règlement général d'exemption par catégorie comprennent l'ensemble des coûts pour la mise en place d'une formation. Donc là, on va être sur la prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes et la rémunération des personnes formées pendant toute la période de la formation. La rémunération des salariés placés en AP ou APLD, AP ça veut dire activité partielle ou APLD, activité partielle longue durée, ne peut être prise en charge puisque c'est un dispositif à part. L'aide FNE ne peut exercer les 2 millions d'euros et c'est
la taille de l'entreprise, le taux de cofinancement va varier en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les petites entreprises, on sera sur 70% au niveau du taux de cofinancement public, sur les moyennes entreprises 60% et 50% pour les grandes entreprises. Voilà en ce qui concerne le FNE formation. Un autre dispositif à l'initiative de l'employeur, c'est transition collective. C'est ce qu'on appelle Transco. Ce dispositif a été créé en janvier 2021. Il est co-construit avec les partenaires sociaux et il est composé de 2 volets. Les transitions collectives, Transco, et d'autre part, Transco Congé Mobilité, qui permet aux employeurs d'anticiper les mutations économiques de leur secteur et d'accompagner leurs salariés dans une reconversion sereine, préparée et assurée vers un métier porteur dans leur bassin de vie. Donc, 2 volets du dispositif concernent les entreprises au sein desquelles des emplois sont fragilisés et ayant des besoins en recrutement. Donc, transition collective, dit Transco, s'adresse aux salariés concernés par un métier fragilisé, soit en CDI, soit en CDD, en contrat de travail temporaire, mais de plus de 6 mois. Et Transco Congé de mobilité s'adresse aux salariés concernés par un métier fragilisé mentionné dans l'accord de rupture conventionnelle collective ou du type GEPP de l'entreprise en CDI, donc GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, bien évidemment, c'est sur la base du volontariat et un salarié peut suivre une formation certifiante inscrite au RNCP, c'est-à-dire au répertoire national des certifications professionnelles, ou dans l'autre répertoire, le répertoire spécifique. Il peut suivre aussi un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification inscrite au RNCP ou au RS, et puis il peut également préparer une validation des acquis de l'expérience qui sera financée par l'association Transition Pro. La durée pouvant aller jusqu'à 24 mois ou 2400 heures pour se reconvertir vers un métier porteur localement. Au niveau des rémunérations, prise en charge à 100% par l'association Transition Pro ou répartition entre Transition Pro et l'entreprise selon la taille de l'entreprise. Voilà pour le dispositif transition collective. Donc là, nous venons de parcourir tous les dispositifs à l'initiative de l'employeur. Maintenant, nous allons aborder les dispositifs dits projets partagés avec l'employeur d'un commun accord. Donc, nous allons aborder le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation au niveau du public visé, il s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale. Il peut aussi s'adresser à des demandeurs d'emploi qui ont 26 ans ou plus, aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH, ayant bénéficié aussi d'un contrat unique d'insertion. Voilà le public éligible au contrat de professionnalisation. Au niveau des formations, on peut préparer un titre ou un diplôme correspondant à l'une des qualifications suivantes. Enregistré toujours au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, soit reconnu par une convention collective de branche, soit ouvrant droit à un CQP, un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. Voilà les formations auxquelles on peut accéder via un contrat de professionnalisation. Au niveau de la durée est variable de 6 à 12 mois si on est en CDD ou en CDI, de 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale, du statut, de la durée de formation envisagée. Elle se calcule en référence à la durée du contrat. Et donc après, vous avez les durées minimum qui sont indiquées en dessous. Au niveau du financement et des aides, donc il y a l'OPCO. Donc l'OPCO, on l'a vu tout à l'heure, l'opérateur de compétences. Donc il est financeur de certaines actions de formation. Rémunération selon l'âge de l'alternant et du niveau de la certification visée. Sous certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier également d'une aide de l'État et 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans, 8 000 € pour un alternant majeur jusqu'à 29 ans résolus,
préparera une certification jusqu'au master. Voilà pour le contrat de professionnalisation. Nous allons aborder le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, au niveau du public visé, on va être sur des jeunes de 16 à 29 ans révolus. Une dérogation d'âge après 29 ans pour les travailleurs handicapés en situation de handicap, pour les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise et dépendant de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, et pour les sportifs de haut niveau. Au niveau des formations, on va être sur des diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, CAP, bac, pro, brevet professionnel, des mentions complémentaires. On peut aussi être sur un diplôme de l'enseignement supérieur, type BTS, DUT, licence pro, master, et puis bien évidemment des titres enregistrés au répertoire national des certifications, dont l'ensemble des titres professionnels relevant du ministère de l'Emploi. Au niveau de la durée, pour le contrat d'apprentissage, on va être pour un CDD de 6 à 36 mois, le temps de travail identique à celui des autres salariés, à savoir 35 heures par semaine, 5 jours de congé, examen rémunéré. La durée de la formation se calcule en référence à la durée du contrat et durée minimum de 400 heures. Cela doit représenter au minimum 25% du contrat pour ce qui est du contrat d'apprentissage. Au niveau des financements et des aides, bien évidemment, vous pouvez solliciter votre OPCO pour financer les actions de formation. La rémunération est déterminée par l'âge de l'alternant et le niveau de la certification visée. Et des aides sont possibles, aide de 5 000 € à l'embauche d'un jeune de moins de 18 ans et une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune de plus de 18 ans et moins de 30 ans. Oui, bonjour Monique, bonjour tout le monde. On a déjà quelques questions par rapport à ce qui a déjà été présenté. On nous demande de revenir sur les spécificités de l'abondement de co-construction avec la dotation volontaire de l'employeur. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu comment se passe Donc, le salarié a un compte personnel de formation sur lequel il va avoir des versements. On va le voir un peu plus loin, hein, le détail du compte personnel de formation, sur lequel il va avoir 500 € tous les ans qui vont lui être versés en fonction de sa situation, bien évidemment, s'il est en activité salariée, et 800 € s'il est en situation de handicap ou s'il n'a pas de diplôme. Et donc, ça, c'est les droits disponibles pour le salarié. Mais si le salarié veut mobiliser son CPF parce qu'il souhaite faire une formation et qu'il n'a pas assez dans son compte, il peut, en accord avec son employeur, demander ce qu'on appelle une dotation. Et l'employeur, s'il est d'accord, il peut verser, c'est une aide, on va dire une aide complémentaire, il peut verser une somme sur le compte personnel du salarié pour l'aider dans le financement de son projet de formation. C'est ça une dotation. et est-ce que l'employeur qui abonde le CPF de son salarié, il bénéficie d'un avantage particulier à le faire? Alors, d'un avantage à quel niveau? Ben, il contribue au développement des compétences de son salarié. C'est déjà un avantage. Et puis après, est-ce qu'il a des, je sais pas, des réductions, je sais pas, au niveau des charges? Ça, je ne sais pas. D'autres questions? On nous demande quels sont les fonds ou moyens de formation alloués aux indépendants ou aux professions libérales. Alors, les indépendants, ils ont des fonds d'assurance formation en fonction de leur secteur d'activité. Et donc, lorsqu'ils veulent faire une formation ou même un bilan de compétences, ils peuvent solliciter leur fonds d'assurance formation où ils contribuent. Alors, on nous demande si les contrats pro sont accessibles aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. C'est une question très spécifique.
Les contrats de pro, c'est écrit, hein, demandeur d'emploi, 26 ans et plus. Et j'ai une dernière question. Hop. Est-ce qu'un salarié de plus de 30 ans peut faire un contrat d'apprentissage avec objectif de création d'entreprise dans tous Oui, les métiers ou uniquement des métiers réglementés? alors, non, alors, un salarié de plus de 30 ans, Oui, donc, il y a une dérogation d'âge après 29 ans révolue, donc là, c'est bien le cas, pour des personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise et qui ont un besoin d'obtenir un diplôme ou un titre. Donc, s'il a besoin de se former, il rentre dans cette catégorie-là. Donc, il peut souscrire à un contrat d'apprentissage. Donc, nous avons vu le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Maintenant, on va aller sur un autre dispositif qui est peut-être un peu moins connu, qui s'appelle la Pro-A. Ça veut dire promotion par l'alternance. Et donc, au niveau du public visé, ce sont des salariés qui sont en CDI ou des salariés qui sont en contrat unique d'insertion en CDI, des sportifs et des entraîneurs professionnels en CDD. Le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification équivalent à une certification professionnelle enregistrée au RNCP de grade licence. Donc là, on est sur le niveau 6. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mobiliser la Pro A pour faire un master. Il faut qu'on soit en dessous de la licence maxi. Et donc, au niveau des formations, on doit viser soit un diplôme ou un titre enregistré au RNCP, toujours, un certificat de qualification professionnelle, ce qu'on appelle un CQP, une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, une validation des acquis de l'expérience, et on peut aussi mobiliser la Pro A pour la certification CLEA. Au niveau de la durée, donc là, on va être sur une durée qui est variable de 6 à 12 mois. Les durées étendues pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, donc second cycle de l'enseignement secondaire non validé et non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technique ou pro. Donc là, on peut aller jusqu'à une durée de 36 mois. Pour d'autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige, selon les conventions de branche. Donc là, on peut aller jusqu'à 24 mois. Et la durée minimum de 150 heures, ce minimum ne s'applique pas dans le cadre de la VAE et de la certification CLEA, puisqu'on est sur des volumes qui sont inférieurs. Au niveau du financement, donc l'entreprise, elle va pouvoir solliciter son OPCO pour financer les actions de formation. Et là, à ce jour, donc, on a 91 branches qui sont concernées par la promotion par l'alternance. Donc voilà, on vient de voir donc tout ce qui est en accord avec l'employeur. Maintenant, on va aborder les dispositifs qui sont à l'initiative du salarié. Et donc, on va commencer donc par le compte personnel de formation et ses abondements. On en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, les abondements, ils sont liés par des dispositifs. Donc, la mobilisation des points du compte professionnel de prévention, c'est-à-dire que quand un salarié a acquis des points dits C2P, des points parce qu'il a exercé un métier dit pénible. Donc, il va pouvoir acquérir des points et les mobiliser s'il a un projet de formation. On peut bénéficier aussi des abondements accident du travail ou maladie professionnelle. Et puis, un autre type d'abondement, c'est le CEC, compte d'engagement citoyen. Si on a investi dans une association, voilà, on peut bénéficier de points, de financement, de compte d'engagement citoyen. Au niveau des dotations employeurs, on l'a vu tout à l'heure,
Donc la dotation, elle peut être volontaire, c'est-à-dire l'employeur, il souhaite aider un salarié dans le financement de son projet de formation et du coup, il va verser une somme sur le compte CPF du salarié. Donc on a vu la procédure tout à l'heure. Il y a des dotations dites obligatoires pour les salariés qui sont licenciés. Donc là, on va être sur un montant de 3 000 €. Les droits correctifs qui s'élèvent aussi également à 3 000 € et les droits correctifs, ils sont liés au non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels par l'employeur et il y a aussi des droits supplémentaires. Au niveau de l'abonnement de co-construction, donc on peut avoir des abondements de Pôle emploi, mais donc là c'est Pôle emploi lorsqu'ils vont étudier, instruire la demande du demandeur d'emploi, ils peuvent abonder son compte CPF et puis d'autres abondements région, OPCO, selon certains critères tels que le statut, l'âge, la région, la formation visée. Donc là c'est vraiment très spécifique en fonction des régions. Et puis la dotation, elle se fait, l'attribution de la dotation, elle se fait en ligne depuis l'espace des employeurs, on l'a vu tout à l'heure. Quand on est salarié de droit privé, donc, et qu'on exerce une activité, on va bénéficier de 500 € par an, avec un plafond de 5 000 €. Et lorsque on est salarié, qu'on est en situation de handicap ou qu'on n'a pas de diplôme ou qu'on a un niveau inférieur au CAP, on va bénéficier de 800 € par an dans un plafond de 8 000 €. Quand on est travailleur non salarié, on va bénéficier de 500 € par an dans un plafond de 5 000. Et puis pour les agents de la fonction publique ou les fonctionnaires ou les contractuels, donc eux, ils vont avoir 25 heures par an dans un plafond de 150 heures ou 400 heures si la personne est en fonction de sa catégorie aussi. Au niveau des formations qui sont éligibles au CPF, donc on va avoir toutes les formations certifiantes et qualifiantes qui sont toujours inscrites dans ces deux répertoires, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles ou le répertoire spécifique. On peut financer également des blocs de compétences d'une certification. On peut financer un accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise. On peut aussi se financer des formations liées à des missions de bénévolat. On peut financer des permis, le permis B et des permis poids lourds. On peut se financer aussi le socle de connaissances et de compétences professionnelles, la certification CLEA, un bilan de compétences et aussi un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Voilà ce qui concerne le compte personnel de formation. Et là, on est bien à l'initiative du salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui décide de son choix de formation. Ensuite, alors, on a des questions visiblement. Oui, on a de nouvelles questions. Alors, on revient sur la PROA. Donc, tu as évoqué la prise en charge des coûts pédagogiques. Qu'en est-il des frais annexes et du salaire, par exemple? Les frais, au niveau des frais annexes, alors les frais annexes, je sais pas, ça va dépendre du projet. Et au niveau de la prise en charge, il y aura une prise en charge sur la rémunération. Puisque le salarié, il est en CDI, s'il fait une formation sur temps de travail. On nous demande, concernant le CPF et les abondements, de combien sont les abondements pour maladies professionnelles, s'il y en a? Le montant, alors ça, je peux pas donner de montant, il faut voir avec, avec la CARSAT au niveau des montants. Alors, on nous demande également si les associations sont concernées par l'ensemble des dispositifs qui sont présentés ce matin ou uniquement les entreprises. Alors, les associations, est-ce qu'elles sont concernées? Ben oui, si, alors attendez. Les associations, quel type d'association?
Il faudrait préciser, en fait, oui, le type Oui, c'est d'association, ça, si c'est parce qu'il y a vraiment... des associations, bien évidemment, qui sont concernées et d'autres qui n'y sont pas. Alors, on nous demande de repréciser tout ce qui est arnaque au CPF, refaire un petit message de prévention sur les arnaques au CPF. Ah, donc ne pas, bon, il y a eu quand même beaucoup d'actualités là sur les arnaques et donc au niveau du CPF, souvent vous recevez soit des appels, enfin maintenant c'est interdit, mais vous avez dû peut-être recevoir des appels téléphoniques ou des SMS qui vous disent que vous allez perdre vos droits. Vos droits sont acquis jusqu'à votre départ à la retraite, donc ne soyez pas inquiets et vous pouvez les mobiliser quand vous le souhaitez. On a également quelques questions pour les salariés de la fonction publique. Comment les salariés de la fonction publique mobilisent leur CPF? Comment peuvent-ils librement utiliser leurs droits? Est-ce qu'ils doivent avoir l'accord de leur employeur? Voilà, comment ça se passe pour les fonctionnaires? Ils vont sur leur compte personnel de formation, puis ils vont voir leurs droits disponibles. Et si ils identifient une formation qui les intéresse, ils font l'achat en ligne comme un autre salarié. Dans le cadre du CPF, notre employeur, on n'a pas à demander d'autorisation d'absence à son employeur, enfin d'autorisation pour utiliser le CPF ou pour s'absenter. Simplement, si vous voulez, le CPF, on va l'utiliser soit hors temps de travail. À ce moment-là, l'employeur, il n'est pas dans la boucle. Par contre, si vous voulez l'utiliser sur temps de travail, bien évidemment, c'est une négociation avec son employeur. Et si on n'a pas assez sur son CPF, bien évidemment, on va demander à son employeur s'il veut bien faire un abondement pour nous aider ou une dotation volontaire pour nous aider. Donc tout dépend de notre projet en fait. Un autre dispositif, donc là on vient de voir le compte personnel de formation et ses abondements. L'autre dispositif, c'est le projet de transition professionnelle. Donc le projet de transition professionnelle, toujours à l'initiative du salarié. Donc pour pouvoir mobiliser ce dispositif, donc il faut remplir des conditions d'accès. On dit des conditions d'accès. Donc il s'adresse à des salariés qui sont en CDI, en CDD, les intermittents, les intérimaires sur certaines conditions d'ancienneté. Et donc le projet de formation doit forcément viser un changement de métier ou de profession. La formation doit être certifiante, éligible au CPF et inscrite dans un des deux répertoires, donc le répertoire national des certifications ou le répertoire spécifique. Le CPF, lorsqu'on mobilise un projet de transition professionnelle, Transition Pro qui instruit les demandes va mobiliser le CPF de la personne. La formation, elle peut se faire soit sur temps de travail ou hors temps de travail. Et donc, il y a un dossier à constituer, une demande de financement avec 3 volets. Un premier volet qui est complété par le bénéficiaire, un volet qui est complété par l'organisme de formation et le 3e volet qui est complété par l'employeur. Bien évidemment, si la formation se fait sur temps de travail, le salarié devra faire une demande d'autorisation d'absence à son employeur. Au niveau du financement de la formation, la prise en charge des frais pédagogiques a lieu par Transition Pro, l'association Transition Pro, la prise en charge de la rémunération et la prise en charge de frais annexes en fonction de certaines situations, et puis la prise en charge des stages qui font partie du parcours pédagogique. Quoi vous dire d'autre? L'employeur ne peut pas refuser une demande de PTP. On va dire qu'il va reporter la demande et puis il va faire un report de 9 mois. Et donc, quand une personne mobilise le projet de transition professionnelle, elle est toujours salariée de l'entreprise. Son contrat est juste suspendu pendant la durée de la formation, mais elle reste salariée de l'entreprise. Au niveau du
d'un autre dispositif. Là, on va aborder le dispositif démissionnaire. Un collaborateur qui a un nouveau projet de reconversion nécessitant un besoin de formation ou de création ou reprise d'entreprise peut mobiliser ce qu'on appelle le dispositif démissionnaire et percevoir l'allocation chômage sous certaines conditions. Pour pouvoir utiliser ce dispositif, ce moyen, il va falloir remplir pareil des conditions d'accès. Et donc, il faut justifier de 5 années d'activité salariée en continu, être en CDI, à temps plein ou à temps partiel, être salarié du privé, ne pas avoir démarré la formation, ni avoir créé ou repris son entreprise avant d'avoir sollicité obligatoirement un conseiller en évolution professionnelle avec qui vous allez élaborer le dossier de présentation de projet qui va être transmis chez Transition Pro pour instruction et études par une commission. Et le dossier est dématérialisé et le salarié le remplit depuis son espace personnel sur le site de Transition Pro. Ensuite, la commission de Transition Pro se prononce sur le caractère réel et sérieux du projet. Et en cas d'accord, le collaborateur la personne, elle va recevoir une notification et elle aura, la notification a une durée de validité de 6 mois et elle aura 6 mois pour préparer sa démission et s'inscrire à Pôle emploi. Au niveau des axes travaillés avec le conseil en évolution professionnelle, on l'a vu, hein, le passage devant un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire pour ce dispositif-là. Et donc, on va vérifier l'éligibilité et le choix du dispositif. Hein, c'est vraiment la démission, est-ce qu'elle est vraiment adaptée? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de mettre en œuvre son projet avant de démissionner? La pertinence du parcours de formation, la cohérence du projet, le financement de la formation, puisque là, Transition Pro ne finance pas de coûts pédagogiques. Donc, c'est aux salariés qui mobilisent ce dispositif de penser au financement, à l'ingénierie financière de son projet. L'après-formation et puis les perspectives d'emploi, bien évidemment. Le changement de salarié, le changement du statut du salarié, bien évidemment, il va changer. Il va passer du statut salarié à demandeur d'emploi. On a quelques questions. On a quelques questions sur ces deux dispositifs. Pour le PTP, est-ce que c'est envisageable un PTP est-il envisageable quel que soit le niveau initial de formation? Oui, mais bien évidemment, il y a des priorités. Et les priorités, c'est les bas de niveau de qualification. Enfin, ça fait partie d'une des priorités. Il y a toute une liste de priorités pour l'instruction des demandes en commission. Et le niveau de qualification en fait partie. Mais la priorité de la commission, ça va être financer des projets pour des personnes qui ont des bas niveaux de qualification. Toujours concernant le PTP, on nous demande, donc la personne reste salariée, Oui. son contrat est suspendu. Qu'est-ce que ça signifie concernant la mutuelle, le cumul retraite, etc. Tout est maintenu. Tout est maintenu. On nous redemande donc si l'employeur peut refuser un PTP ou pas. Oui, alors on dit refuser, c'est pas refuser, c'est reporter une fois. Alors, concernant le PTP toujours. Et pardon, concernant le PTP toujours, est-ce qu'on peut choisir une formation qui donne une évolution dans le métier? Par exemple, on passe d'un statut de formateur à responsable pédagogique. Alors, comment on va regarder si c'est une reconversion? On va s'attacher à regarder le code ROM de la profession exercée et le code ROM de la profession envisagée. S'il y a un changement, c'est que c'est une reconversion et là, on peut solliciter le dispositif du PTP.
Est-ce que, alors ce sera peut-être une moyenne, hein, parce qu'il n'y a pas de règle là-dessus, mais est-ce que tu saurais nous dire combien de temps ça prend entre le rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle et puis la commission qui accepte le dossier? Pour le PTP? Alors, euh, lorsqu'on veut déposer une demande de projet de transition professionnelle, il y a des délais à respecter, des délais légaux. Donc, la première étape, c'est, bon, une fois qu'on a réfléchi à son projet, on va cibler une action de formation. On doit avoir la date de début, la date de fin, savoir comment elle se déroule, le nom de l'organisme, le lieu, et on va rédiger sa demande d'autorisation d'absence à son employeur si on fait une demande sur temps de travail. Cette demande doit être rédigée et envoyée à l'employeur 120 jours avant la date de début de formation. Donc 4 mois avant la date de début de formation. Et l'employeur a 30 jours pour répondre à la lettre. Et puis, le dossier de demande de financement, il doit être déposé chez Transition Pro 90 jours avant la date de début de formation. En fait, la date de début de formation va être le repère pour tous les délais légaux. Et donc, quand on veut s'engager dans un projet de transition professionnelle, le conseil que je donne, c'est de s'y prendre relativement tôt pour avoir le temps de rencontrer un conseiller, d'être accompagné, de réaliser toutes les démarches. Et donc, il y a certaines personnes, elles s'y prennent 1 an à l'avance, d'autres personnes 6 mois, mais on ne peut pas s'y prendre au dernier moment, c'est pas possible. Parce qu'on a des délais à respecter, des délais légaux. Est-ce que ces délais, ils s'appliquent également au dispositif démissionnaire? Ah non, alors ces délais, non, pas du tout. Donc pour le dispositif démissionnaire, c'est différent. Il n'y a pas de demande d'autorisation d'absence à faire à l'employeur. Il y a une prise de rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Le travail sur l'accompagnement, sur le projet et la complétude de la présentation du projet, c'est un dossier qui va être transmis chez Transition Pro pour étude par la commission pour juger du caractère réel et sérieux. Donc là, les délais vont être plus courts pour le dispositif démissionnaire. Il faut savoir que quand on dépose un dossier chez Transition Pro, la commission elle a 2 mois pour nous répondre, pour nous donner un retour. Donc les délais sont plus réduits pour le dispositif démissionnaire. Alors, on a plusieurs questions qui se recoupent sur cette thématique, sur le PTP et sur la possibilité, enfin l'éligibilité, on va dire, des formations à distance pour le PTP sur le temps de travail. Alors oui, mais il faut que ça soit. Alors il y a des possibilités de formation à distance avec des prises en charge, mais il faut que ça soit vraiment très clair au niveau du parcours de formation. Et puis enfin, on nous demande s'il y a des métiers d'avenir ou en tension qui seraient prioritaires dans les dépôts de ces dossiers. Oui, il y a toute une liste de secteurs d'activité qui sont prioritaires pour les dossiers PTP. Donc nous allons poursuivre. Nous avons vu donc le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire. Et là, nous allons aborder le bilan de compétences, donc c'est une prestation, la validation des acquis de l'expérience, la VAP, la validation des acquis professionnels et personnels, la VES qui est la validation des études supérieures et la certification CLEA, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc le bilan de compétences, c'est une prestation qui permet de faire le point sur son parcours personnel et professionnel, ses centres d'intérêt, ses motivations, pour ensuite élaborer un plan d'action pour favoriser la mise en œuvre d'un projet. Donc là, vous allez être accompagné, donc vous allez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et si vous souhaitez faire un bilan de compétences, à ce moment-là, il va vous donner une liste de centres de bilan où vous pourrez aller pour être accompagné et réaliser votre bilan de compétences. Et ça, c'est un véritable plus pour lorsqu'on veut, par exemple, déposer une demande de financement, que ce soit un PTP ou même un démissionnaire, quand on met dans la rédaction de son projet qu'on a fait un bilan de compétences pour vérifier la faisabilité de son projet, c'est un véritable atout. La certification CLEA, c'est un socle
de compétences. Donc, ça permet d'obtenir une première certification après avoir réalisé une évaluation préalable de 7 domaines de compétences et de connaissances de base. La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience qui permet d'obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme en justifiant au moins d'1 an d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme ou du titre visé. Au niveau des financements possibles, donc bien évidemment, on va pouvoir utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, le CPF, qui éventuellement peut être complété par les abondements ou les dotations de l'employeur. On va pouvoir aussi utiliser les fonds du plan de développement des compétences et solliciter son OPCO. Et puis, on peut aussi financer personnellement son bilan de compétences. On peut aussi le financer dans le cadre du Fonds national de l'emploi, donc FNF Formation. Et il y a un financement pour l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par Transition Pro. Donc, au niveau de la VAP, la validation des acquis professionnels et personnels, elle permet de reprendre des études, alors que la VAE, elle permet d'obtenir un diplôme, mais sans reprendre d'études. Voilà la différence entre la VAE et la VAP. Et puis, la VES, c'est la validation des études supérieures qui permet d'obtenir en partie ou en totalité un diplôme grâce à la reconnaissance des études suivies en France ou à l'étranger. Voilà au niveau des différentes définitions et des différentes prestations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on nous demande le coût moyen, on va dire, d'un bilan de compétences par rapport à ce que tu as présenté en dernier. Alors, ça va dépendre des, des centres de bilan. Ça peut aller de, je sais pas, ça dépend parce qu'il y a des bilans de compétences avec une durée de 24 heures, des bilans qui sont plus réduits, qui sont plutôt dans lesquels on ne va pas faire un bilan complet, donc les coûts sont vraiment variables. Pour ce faire, c'est simple, vous allez sur le compte personnel de formation et vous tapez centre de bilan ou bilan de compétences, vous allez avoir la liste des centres de bilan et les coûts en face. Donc, c'est facile de s'y retrouver. On revient sur le dispositif démissionnaire. Est-ce qu'il est possible de choisir une formation hors RNCP pour Oui, tout à fait. Dans ce cadre-là, dans le dispositif démissionnaire, la formation n'est pas obligatoirement RNCP ou répertoire spécifique. Alors, peut-être une question piège, je m'en excuse d'avance, Monique. Il y a un participant qui nous parle de la POI et de l'AFPR. Ah, c'est les dispositifs avec Pôle emploi. Donc oui, ça ne concerne pas les salariés du privé. Non. D'accord. On n'est pas dans le public cible, on va dire. J'essaie de refaire un petit peu le tour des questions. C'est le moment, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors, on nous demande si une VAE peut être faite dans le cadre d'une démission reconversion. Est-ce qu'une VAE peut être financée par un dispositif démissionnaire? Non, parce que le dispositif démissionnaire, c'est soit on le mobilise pour un projet de formation pour une reconversion, donc on va aller sur une action de formation, soit pour un projet de création ou reprise d'entreprise. Avec action de formation ou pas, mais pas pour la VAE.
toujours sur le démissionnaire, quelles sont les possibilités de financement de formation? Alors, dans le cadre du dispositif démissionnaire, donc en général, les personnes, donc, elles vont mobiliser leur compte personnel de formation pour financer la formation. Elles vont faire de l'autofinancement aussi, hein, du financement personnel. Il n'y a pas, y a pas tant de possibilités que ça dans le cadre du dispositif démissionnaire. Après, si on est sur un secteur éventuellement, sur un métier porteur, lorsqu'on fait le dispositif démissionnaire, on peut éventuellement voir avec Pôle emploi s'il y a une possibilité de prise en charge, mais en aucun cas il y a une obligation de prise en charge sur les formations. Et puis après, il y a des formations qui sont gratuites, entre guillemets gratuites, qui sont prises en charge par la région ou le département. Les personnes qui mobilisent le dispositif démissionnaire pour être assistante maternelle, pour suivre la formation d'assistante maternelle, c'est des formations qui sont prises en charge par le département ou la région. Il y a des formations qui sont prises en charge par la région. Est-ce qu'il est possible de cumuler un PTP puis un démissionnaire? Oui. Alors, la personne nous donne un exemple s'il n'obtient pas le diplôme lors du PTP, mais est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles c'est possible de cumuler les deux? Oui, c'est possible. Oui. On a des personnes qui mobilisent un PTP pour se former et ensuite, parce que ils souhaitent créer une activité, ils ont besoin de cette formation en amont, donc ils vont mobiliser le PTP, ils vont acquérir ce diplôme ou cette qualification et ensuite ils vont mobiliser le dispositif démissionnaire pour pouvoir démissionner et mettre en œuvre leur projet de création, par exemple. Mais ça se fait dans un second temps. On ne monte pas les deux dossiers en même temps. Alors, on demande comment mettre en place une VES au sein d'un organisme de formation. Qui peut nous aider dans cette démarche? Alors là, il faut contacter directement l'organisme de formation et voir s'ils le mettent en place. Donc là, on contacte directement l'organisme de formation. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, C'est terminé? le tour des questions pour cette session. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation, pour vos questions et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.